une région d'Ukraine couverte de forêts. Le théâtre de dizaines de milliers d'assassinats. Et les assassins venus d'Allemagne sont revenus après leurs crimes. Cette fois, ils n'ont laissé que les restes fumants de gigantesques bûchers. Des soldats de l'armée rouge ont découvert plusieurs de ces lieux à la fin de la guerre. Avec une précision toute militaire, les nazis avaient tout fait pour dissimuler leur massacre après coup. Il ne devait rester aucune trace. Ce crime monstrueux reste encore largement méconnu. Il est pratiquement impossible de retracer les faits et gestes du commando spécial 1005. L'opération 1005 est la première étape de la négation de la Shoah, puisque l'idée c'est de dire qu'il ne s'est rien passé. Lviv est la plus grande ville de l'ouest de l'Ukraine. L'ancienne capitale de la province de Galicie est une métropole dynamique et riche d'une histoire mouvementée. Mais l'un des plus sombres de ses chapitres la hante encore. Rudiger Schalok essaie aujourd'hui de retracer l'histoire du commando. Sa famille a été intimement liée à ce chapitre. Bayerische Gebirgsjäger, die heldenhaft Lemberg gekämpft haben, eroberten die Stadt. Die ukrainische Bevölkerung empfängt unsere Soldaten begeistert als Befreier vom Blutterror des Bolschewismus. Die Stadt zeigt Spuren schwersten Kampfes. Les plaies de la guerre sont profondément enfouies dans l'histoire de la ville. Rudiger Schalok se dirige vers l'ancien ghetto juif. Plus de 150 000 personnes y ont été enfermées en 1941, après l'invasion allemande. Elles étaient surveillées par des unités SS dont faisait partie le grand-père de Rudiger Schalok. Un petit mémorial rappelle les atrocités nazies dont la population juive a été victime. Ce monument se trouve juste à l'entrée de l'ancien ghetto, où 136 000 personnes ont perdu la vie durant l'occupation allemande. Quand l'armée rouge libère la ville en 1944, il n'y a pas plus de 300 survivants dans le ghetto. Et les criminels ont pris la fuite. Mon grand-père est arrivé à Lviv en juin 1941. Avec le premier commando d'intervention. Il a participé à différentes activités, parmi lesquelles l'opération 1005, dont le but était d'exhumer les cadavres des personnes exécutées, afin de les brûler. Le sous-officier SS Walter Schalok a donc pris part à la dissimulation de ses propres crimes. À ce sujet, le rapport du haut commandement de l'armée mentionne simplement que le commando spécial 1005 est chargé de tâches spécifiques. Que cachent ces quelques lignes? Et quel rôle Walter Schalok a-t-il joué dans cette opération? Son petit-fils veut connaître la vérité. Il enquête depuis des années sur les faits et gestes de son grand-père qui ont si profondément marqué sa famille. Près de 80 ans après la fin de la guerre, les victimes ne sont pas tombées dans l'oubli. Avec son équipe, Olga Kulbarna va mener une enquête de terrain à une centaine de kilomètres de Lviv. Ce voyage est le fruit d'une longue préparation. Il travaille pour une organisation internationale basée en France, dont la mission est de localiser les sites où se sont déroulés des crimes de guerre nazis. Ils espèrent trouver de nouveaux indices sur le commando 1005 dans le village de Dobromil. L'équipe vient rendre visite à un vieil homme qui a passé toute sa vie ici, Rochniak Rydorovitch. Il est presque centenaire et se souvient très précisément de ce qui s'est passé pendant l'occupation allemande.
Il y avait une clôture très haute, et moi je ne voyais rien. J'étais trop petit. Alors je suis monté sur une pile de bois pour voir ce qui se passait. Ils avaient rassemblé des gens. Ils les avaient forcés à se déshabiller avant de sortir de chez eux. Donc ils étaient en sous-vêtements. Ils les faisaient avancer en direction d'une fosse. Là, un soldat allemand m'a vu. Et il m'a dit « Hé, toi, si je te revois par ici, je vais faire pan !» Et c'est tout. L'adolescent prend peur et quand les Allemands reviennent au village, il ne se risque plus dans les parages. Ils les ont chargés dans des véhicules et ils sont partis. Mais je ne sais pas où ils les ont emmenés. Je ne saurais pas vous le dire. C'est la première fois que Rochnia Krydorovitch évoque ses souvenirs. Ces soldats allemands revenus pour éliminer toute trace du massacre de masse perpétré ici. Sur le site de cette usine abandonnée, des prisonniers de guerre russes auraient été chargés de la sale besogne, rouvrir les fosses communes. À l'époque, la défaite allemande se profile déjà à l'horizon, et les nazis craignent que l'on découvre l'ampleur de leurs exactions. Ils étaient par là-bas, de ce côté-là. À l'époque, il y avait un poulailler ici. C'est là qu'ils ont emmené les Juifs. Mais je ne saurais pas vous dire comment. À pied, en voiture, je ne sais plus. Moi, je n'étais pas là. Si j'étais allé voir, les Allemands m'auraient tué aussi. Ils ont chargé les corps et ils sont partis avec. C'est tout ce que je sais. Rochnia Krydorovitch est le seul témoin encore en vie du massacre d'environ 500 juifs. Seul le cimetière juif d'avant la guerre et ses quelques stèles usées par le temps rappellent l'ancienne présence d'une communauté juive. Le village de Dobromil n'est pas un cas isolé. Le commando spécial 1005 a mené ses opérations de dissimulation en bien d'autres endroits. Les recherches en Ukraine sont préparées et coordonnées près de Paris, à Saint-Ouen. L'organisation a déjà enquêté sur 3000 lieux d'exécution à travers le monde et recueilli plus de 7000 témoignages. Son nom, Yahad in Unum, associe le mot hébreu Yahad à l'expression latine in unum, les deux signifiant dans l'union, ensemble. Ça, c'est de la commission soviétique. Ce qu'on a trouvé, ce sont les fosses communes qui ont été retrouvées. Là, on voit la gare de Brona Gora. Je crois qu'on a aussi une photo de la gare. Voilà. C'est ici qu'on organise les missions vers les sites de ce qu'on appelle la Shoah par balle, la guerre d'extermination menée par des unités mobiles nazies. Le père Patrick Desbois est la cheville ouvrière de cette association, créée notamment à l'initiative du cardinal Lustiger. Il travaille en étroite collaboration avec l'avocat et historien allemand Andrei Umansky. L'idée au début, c'était uniquement de rechercher les quelques fosses communes des Juifs fusillés. On pensait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc on pensait qu'on ferait 2-3 voyages, puis ça serait fini. Et puis au bout d'un an, on était toujours dans le même district, parce qu'il y avait des fosses communes dans tous les villages. Donc là, on a compris qu'il fallait construire une méthodologie d'investigation criminelle très spécialisée. C'est un peu comme une enquête sur une affaire classée. On dispose d'un certain nombre de sources, on a des archives, des livres, on a des articles écrits par des historiens. Et sur cette base, on va rechercher sur place des gens qui ont vécu les événements et confronter leurs témoignages avec les données dont on dispose. Ensuite, avec l'aide de ces témoins, on peut tenter de retrouver les lieux exacts des exécutions. On essaie aussi de reconstituer la topographie du massacre. On note les coordonnées GPS de tous les points repérés et on ne quitte un site qu'après avoir compris comment les choses se sont passées depuis le matin jusqu'au soir.
Fesseln eingeschlossenen Bolschewiken leisten verzweifelten Widerstand. Er wird von unseren Truppen nach kurzer Zeit gebrochen. Jusque dans les années 1990, la Wehrmacht était considérée comme une armée régulière. Certes, elle avait combattu sur ordre d'Hitler, mais sans déroger à l'ensemble de règles internationales qui constituent le droit de la guerre. On a longtemps nié les exactions de nombreuses unités de combat, des crimes dont les populations civiles ont été les principales victimes. Ça a grossi et pas grossi. On est toujours sur la micro-enquête sur les crimes, tout simplement parce que les Allemands ont tué beaucoup de gens. Les Allemands ont tué plus de 2 millions et quelques de personnes par fusillade, en comptant que les Juifs, plus les Tziganes, plus les prisonniers soviétiques. Donc ça fait en tout, d'après les chiffres officiels, une vingtaine de millions. Donc on a autant de travail que les Einsatzgruppen. Ces unités sont synonymes de terreur et de meurtre. 4 Einsatzgruppen, des groupes d'intervention, nommés A, B, C et D, sont créés par Heinrich Himmler sur ordre de Hitler. En tout, ils comptent au moins 3000 hommes. Ces détachements suivent les unités régulières dans leur avancée vers l'Est et ont pour mission de combattre et d'anéantir les éléments hostiles dans les territoires conquis. Ils font sur le terrain ce qui aura lieu plus tard à l'échelle industrielle dans les camps de concentration, l'extermination de tous les Juifs. Et l'opération 1005 visait à effacer les traces de ces assassinats. À Lviv, Rüdiger Schalok se dirige vers l'ancienne résidence officielle de son grand-père, l'Untersturmführer SS Walter Schalok. Ce bâtiment abritait le quartier général de la police de sécurité et du service de sécurité. Cette antenne locale de l'organisation nazie pilotait les opérations du commando 1005. C'est ici qu'on centralisait la communication avec le Conseil juif et qu'on planifiait les opérations, c'est-à-dire les exécutions, l'évacuation des ghettos, etc. Walter Schalok collaborait donc étroitement avec les membres des autres services, des autres unités. En tant que sous-lieutenant, j'imagine qu'il se situait quelque part au niveau moyen ou inférieur de la chaîne de commandement. Ce n'était pas l'un des cerveaux des opérations, mais il porte la responsabilité de nombreux crimes et meurtres. Et il se trouvait parfaitement à sa place dans ce dispositif. Il paraissait même y contribuer avec beaucoup d'enthousiasme, comme le montrent les déclarations et les notes que j'ai pu rassembler. Je trouve ça absolument monstrueux. Son secteur compte notamment le camp de travail de Janowska, où 15 000 détenus sont soumis à l'arbitraire de SS tels que Walter Schalok. Dans ce camp, un orchestre de prisonniers a été formé pour divertir les tortionnaires. Les musiciens y jouent des heures durant, jusqu'à ce que leurs doigts saignent. Le sous-officier loge dans un immeuble banal de la rue Matsefiesko, avec sa femme et son fils de 2 ans, le père de Rüdiger Schalok. Le quotidien brutal du SS a profondément marqué leur famille. Mon père et ma grand-mère ont vécu ici entre 1942 et la fin 1943, début 1944, avec mon grand-père. La vie de famille n'était pas très heureuse. Et bien évidemment, les activités de mon grand-père et ses engagements politiques prenaient énormément de place. On sait qu'il y avait des violences domestiques. Ma grand-mère avait donné quelque chose à manger à une passante juive. Mon grand-père l'avait vu et l'histoire a déclenché une bagarre en règle dans l'appartement. Mon père en a certainement été témoin et cette affaire a dû le marquer. Je ne peux pas le prouver, mais j'imagine qu'il a dû s'y passer encore d'autres choses. L'appartement a un balcon qui donne de ce côté et un autre à l'arrière. C'est là que mon grand-père a tiré sur le chien de la famille et l'a tué sous les yeux de ma grand-mère et de mon père. C'est resté gravé dans la mémoire de mon père.
Walter Schalock a pour tâche de transférer les prisonniers de Janowska vers les camps d'extermination ou vers les collines de sable alentour. L'orchestre du camp doit alors jouer une composition commandée spécialement pour ce type d'occasion, le tango de la mort. La Shoah par balle dévoile peu à peu toute sa noirceur et sa perversité. Un massacre de masse commis sur fond de musique classique. Les commandos SS ne sont pas les seuls tueurs. Il y a aussi des policiers et de simples soldats, tels qu'en témoigne un caporal devant un tribunal de guerre russe. Unsere Gruppe mit 12 Mann wurde durch den Gruppenführer aufgeklärt über unsere zukünftige Arbeit. Was hat Ihnen erklärt? Wir hätten die jüdische Bevölkerung zu sammeln und zu erschießen. Les opérations font l'objet d'une préparation minutieuse, jusque dans les moindres détails. Wie viel haben Sie persönlich erschossen in dieser Zeit? In Lemberg 120 Mann. Peu de monuments commémoratifs rappellent ces massacres. Les proches n'ont aucun lieu ni pour se recueillir, ni pour honorer la mémoire des disparus. L'association Ya'ad Inunum veut y remédier. Ces enquêteurs ont déjà localisé des centaines de sites d'exécution sur lesquels le commando 1005 n'a pas réussi à effacer toutes les traces des massacres. Ici, dans le petit hameau de Rochev, près de la frontière polonaise, l'équipe a retrouvé un autre témoin oculaire. Stanislawa Koloshina a 87 ans. Elle se souvient encore de ce qu'elle a vu, petite fille, en se rendant à la gare avec sa mère. Un soldat allemand était posté là et il ne nous a pas laissé passer. On allait à la gare. Il nous a arrêtés et il nous a dit de partir. Eux, pendant ce temps, ils faisaient leur affaire. Il y avait beaucoup de monde. Les femmes étaient en chemise, les hommes en caleçon. Ils étaient encerclés par les soldats allemands et les soldats les poussaient vers la fosse. Ils les faisaient avancer un par un ou deux par deux et ils tiraient. Ils tiraient. C'était un spectacle épouvantable. Ma mère pleurait et moi aussi. On a fait demi-tour et on est rentré chez nous. Mais plus tard, je ne sais plus combien de temps après, peut-être un mois, ils sont revenus installer des clôtures et des tentes. Les corps étaient restés là. Et d'après ce qu'on racontait dans le village, ils étaient venus récupérer les dents en or. Nombre de témoins ont gardé pour eux leurs souvenirs pendant des décennies. Ils s'en ouvrent aujourd'hui, parfois pour la première fois, à ces jeunes gens venus de France. Cette semaine, nous enquêtons dans la région de Lviv, au sud de la région. C'est une région assez spécifique parce que c'est par là qu'ont commencé les premières fusillades menées par les groupes essai. Donc hier, on était dans la ville de Dobromil. C'est là où Groupe essai a mené la toute première fusillade à l'ouest, donc sur les territoires soviétiques, dans la ville de Dobromil. Donc c'est un endroit vraiment très important où enquêter. C'est aussi un endroit très important parce que plus tard, l'opération 1005 a été menée aussi. Donc nous avons trouvé plusieurs très bons témoins qui nous ont parlé, qui ont pu témoigner des fusillades menées par les nazis et qui ont pu voir aussi cette opération.
Le nom de cette mystérieuse opération 1005 revient sans cesse quand on évoque les atrocités commises en Ukraine par les nazis. À Berlin, Andrzej Angrik s'intéresse depuis de nombreuses années à ce commando spécial. Cet historien de renommée mondiale fait partie du conseil scientifique de Yad Inunum. Il a écrit 2 livres sur le sujet. L'opération 1005 a été lancée début 1942 par les plus hautes instances du Reich. On ne peut pas reconstituer exactement l'origine de l'ordre, mais il émanait clairement de Hitler en personne. L'objectif était d'éliminer toutes les fosses communes, toutes les traces de crimes de masse. Pour ce faire, il fallait d'abord retrouver ces fosses communes, puis les rouvrir afin de détruire les corps qui s'y trouvaient et les faire disparaître comme on pouvait en employant tous les moyens disponibles. Cette entreprise était tellement secrète qu'on ne voulait pas l'associer à un nom de code. On lui a simplement donné un numéro de circulaire, un simple numéro de dossier interne à la Gestapo. Il s'agissait du 1005e dossier de l'année 1942, d'où le nom Opération 1005. Les employés de l'administration nazie chargés de rédiger les dossiers sont d'ordinaire très méticuleux. Mais pour les activités du commando, ils ont reçu l'ordre de mettre le moins de choses possible par écrit. Les sources contemporaines des activités du commando 1005 sont extrêmement rares. Il existe peut-être une vingtaine de documents véritablement liés à l'opération. Une partie d'entre eux est conservée aux archives du ministère des Affaires étrangères. On peut y trouver l'un des documents les plus anciens sur le sujet et le lire sur microfiche. Les autres sont dispersés dans divers fonds de l'armée et pour certains dans ce qui reste des archives de la Gestapo ou du SD. À lui seul, le groupe d'intervention A rend compte à Berlin de l'exécution de près de 220 000 juifs. Le commando 1005 a pour mission d'éliminer les traces de ces massacres. Mais les Allemands ne veulent pas se salir les mains, alors ce sont leurs victimes qui doivent s'en charger. C'était fait par des gens venus de l'extérieur, des personnes qu'on était allés chercher dans des camps. C'étaient principalement des juifs, mais il y avait aussi des prisonniers de guerre. Pour les nazis, c'étaient des pantins sans âme. Ils étaient déshumanisés, chosifiés. Ce n'étaient même plus des humains. Et ordre était donné de les tuer 2 semaines plus tard, parce qu'ils en savaient trop. Pour des raisons pratiques, ceux qui supervisaient le travail, la Gestapo, des membres du SD ou des policiers, ont insisté pour que leurs pantins soient maintenus en vie plus longtemps parce qu'ils travaillaient relativement bien. Et de fait, ils n'ont été éliminés que lorsque le travail a été quasiment terminé. On les a obligés à monter en dernier sur les bûchers sur lesquels on brûlait les cadavres. Là, on les a fusillés et brûlés avec les corps qu'ils avaient eux-mêmes déterrés. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que nous avons vu, ont rapporté les rares survivants. Ce dispositif barbare a été imaginé et mis en œuvre par un officier supérieur de la SS, Paul Blobel, un citoyen jusque-là discret de Zollingen, une ville du pays de Berg, au sud de la Ruhr. Il a étudié l'architecture à l'université de Wuppertal. Michael Ocroy est l'auteur d'une biographie de ce criminel de guerre. Paul Blobel était architecte. Il a exercé ce métier assez longtemps dans le pays de Berg. On peut encore voir ici des maisons qu'il a construites. La trajectoire de Paul Blobel ressemble à celle d'autres criminels de guerre. Il abandonne la vie civile lors de la montée du nazisme pour se vouer entièrement à la concrétisation de son idéologie raciale. Il cesse de construire des maisons particulières pour devenir l'architecte d'une effroyable machine de mort. Il devient membre de la SA et du Parti national-socialiste en 1931. À ce moment-là, le parti est déjà bien implanté dans le paysage politique.
et il rencontre un grand succès auprès des chômeurs et aussi auprès des classes moyennes. Il va faire carrière assez rapidement dans l'appareil SS. Les archives municipales de Wuppertal et de Remscheid, où il a grandi, ont conservé peu de traces de Paul Blobel. On a ici le nom de Paul Blobel, de sa femme et de son fils aîné. Dans cette colonne, on voit ses adresses successives. Personnellement, je ne savais pas qu'il avait un lien quelconque avec Remscheid. Pourtant, il est étroitement lié à notre ville. Il est arrivé ici avec ses parents quand il était enfant. Il a fréquenté l'école. Il avait ici tout un cercle d'amis et de relations. Il était issu de la bourgeoisie et rien ne laissait présager qu'il deviendrait un jour un meurtrier de masse. On trouve également sa trace dans des activités que l'opération 1005 tâchera d'effacer. Il prend part à des exécutions de masse qui font des dizaines de milliers de victimes juives, comme ici, à Kiev. Le commando spécial 4A qu'il dirigeait a exécuté environ 60 000 juives et juifs. C'est ce qu'on a appelé la Shoah par balle, car les gens étaient tués sur place. Oui, il avait la cruauté, la brutalité et la conviction, sans lesquelles il est impossible de commettre un tel massacre. Babi Yar, symbole des atrocités nazies en Ukraine. Un photographe de l'armée allemande a saisi, en passant, les traces de l'horreur dans ce ravin situé près de Kiev. Peu de survivants ont pu rapporter les faits plus tard. Parmi eux, l'Ukrainienne Ludmila Pronitcheva, qui a témoigné devant un tribunal militaire russe. Стали всех расстреливать. Я закрыла глаза, сжала кулаки, напрягла все мускулы и бросилась вниз до выстрела. Мне казалось, что я летела целую вечность, но я упала на трупы, благополучно, не расстрелянная. Но могли попасть и в меня, поэтому я была очень осторожна. Мне удалось доползти до одной из высоких стен оврага и с огромнейшим трудом выбраться наверх. Dans ce ravin de Babi Yar où poussent aujourd'hui des arbres, 33 771 hommes, femmes et enfants ont été assassinés en l'espace de 48 heures. Pendant longtemps, rien ne rappelait le massacre. C'était un simple parc où les habitants de Kiev venaient se promener. Le mémorial n'a été érigé qu'au début des années 1990. Il mentionne le commando 1005 qui, là aussi, a tenté d'effacer les traces du meurtre de masse. Une grande commémoration a eu lieu pour le 80e anniversaire du massacre. On a notamment projeté sur le paysage les portraits des personnes assassinées. Des personnalités du monde entier ont été conviées à Kiev pour l'occasion, parmi lesquelles les présidents israéliens et allemands, Isaac Herzog et Frank-Walter Steinmeier. Le père Patrick Desbois et Andrei Oumansky étaient également présents. 1,5 million de Juifs ont été assassinés en Ukraine. 80% d'entre eux ont été fusillés. Ce qui veut dire que l'Ukraine a été le pays le plus touché par la Shoah, et il était naturel que Babi Yar devienne le lieu emblématique du génocide juif en Ukraine. Ce n'est pas ma première commémoration, mais je suis très heureux qu'on commence à voir apparaître des monuments. Il y a beaucoup d'Ukrainiens présents ici, et le président est juif. C'est une source d'espoir.
Après la 13e symphonie de Shostakovich que le compositeur russe avait dédiée à Babi Yar, le président allemand rappelle comment on a cherché à effacer le massacre. Worte versagen im Wissen unvorstellbarer Grausamkeit und Brutalität an diesem Ort. Die Täter versuchten, alle Spuren beseitigen zu lassen, um ihre Verbrechen zu vertuschen. Aber sie ließen sich nicht beseitigen. Die Verbrechen wirken nach. Die Schatten der Verbrechen, die Narben des Krieges, sie sind bis heute sichtbar. Auch deshalb müssen wir erinnern, ohne ehrliche Erinnerung gibt es keine gute Zukunft. Un souvenir sincère, un processus douloureux pour le descendant de l'un des criminels. Personnellement, je savais très peu de choses sur le génocide en Galicie. Avant de venir à Lviv, je ne savais pas qu'en 1941, c'était déjà une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, ni qu'un pourcentage très important de la population avait été déporté, exécuté, assassiné. Rudiger Chalok se rend à Drohobych, une ville située à environ 1 heure de voiture de Lviv. Ici aussi, il y a eu un ghetto juif et des fusillades en masse. Après la guerre, la culture juive a peu à peu repris ses droits et une synagogue a été restaurée. C'est le 2e séjour de Rudiger Chalok à Drohobych. Il souhaite initier une forme de réconciliation avec ceux que son grand-père a voulu exterminer. Il vit à Hambourg, mais a grandi dans le Schleswig-Holstein. Son grand-père était originaire de Szczecin, en Pologne, et n'est venu en Allemagne qu'après la guerre. Cette période de sa vie est longtemps restée taboue dans la famille. Il a fallu des décennies à Rudiger Chalok pour percer ce secret de famille. Il n'a toujours pas fini de reconstituer le puzzle. J'ai très peu de photos de mon grand-père. Là, on le voit à gauche. C'est un jeune homme qui a belle allure. À cette époque, il était déjà membre du parti nazi et de la SS depuis 3 ans. Ici, c'est sa fiancée. Là, c'est l'un des rares clichés des années 60 où je suis en compagnie de mon père. Je ne l'ai pas beaucoup vu pendant mon enfance. Mon père et ma mère ont divorcé assez vite. Mon père a quitté la maison en 1965, après quelques années de mariage. Et mes recherches m'ont permis de comprendre que cette séparation était elle aussi liée au crime de mon grand-père. Parce que lorsqu'il était enfant, mon père a été témoin à Lviv d'événements qui l'ont traumatisé et marqué à jamais. Et bien sûr, ce traumatisme a déteint d'une certaine façon sur moi. Il y a quelque chose qui reste. Je l'ai senti devant ce monument en mémoire des victimes du ghetto à Lviv. Ce sont des blessures qui ne guérissent jamais. Les recherches sont aussi une forme de thérapie. Depuis des années, ce directeur commercial y consacre tout son temps libre. Les archives retrouvées dessinent peu à peu le tableau des événements. Des documents bouleversants, notamment sur l'opération 1005, le plongent toujours plus loin dans les abîmes de sa famille. Des décennies après les faits,
des liens continuent d'apparaître. Le procès d'Adolf Eichmann, l'une des figures clés de la solution finale, a lieu en 1961 à Jérusalem. L'un des témoins est Leon Welitzker, prisonnier à 16 ans du camp de Janowska à Lviv. How could you stand it? How could you survive? What gave you the will to go on? It was a will of responsibility that somebody has to tell and to tell the world to be the remaining part and tell the will of returning exactly that the idea of the whole Nazism was to kill all the Jews. Leon Welitzker a été contraint de travailler pour le commando 1005 sous les ordres de Walter Schalock. Plus tard, il a changé de nom et écrit un livre. It was Sonderkommando 1005. Our job will be to undig all the graves, to clean out all these bodies and burn them on a fire and take out the gold from gold teeth. We had different groups in the dead brigade. One group was the digging group. The other group was carrying the corpses to the wood. We laid out wood and burned one order of wood, and afterwards bodies. Afterwards next wood. Afterwards bodies. And afterwards, when it was high enough, about 2,000 bodies, you put on kerosene over it and you set it on fire. After the fire was finished, there was another group that was called Ash Colonne, colonne of ashes, that took the ashes and the gold or any valuables were taken out. Il est aussi prévu d'assassiner Leon Wells. Il parvient à échapper à la mort, mais son nom est sur la liste du commando. Il manque donc un cadavre dans le décompte macabre des nazis. The Germans had to list exactly what they are digging, how many people are in the grave. And you had to get out to the last body, the last scalp, to make sure nothing is left. And we spent a whole day looking because I was 181. And we had only on the paper 180 bodies, scalps. So where is 181? And they were looking and looking. Only I, digging it, knew exactly where the 181 is. Les commis de la mort pensent à tout, y compris à l'inimaginable. Une machine à broyer les os. Après avoir prélevé les objets de valeur, il ne doit plus rien rester des corps brûlés sur le bûcher. Le père des Bois a trouvé cette sinistre machine dans un camp d'extermination et l'a rapportée à Paris. Ça a procuré un tas de problèmes parce que qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de la poudre des os? Ces machines, je les ai trouvées à Belzec, chez la maison du chef du village qui avait été mis en place par les Allemands. Et on leur avait demandé de prêter des moulins pour séparer l'orge du blé. Et les Allemands ont changé les grilles. Et puis ils ont mis ça à l'intérieur du camp d'extermination, une fois que les Juifs étaient déjà morts et brûlés, pour reventiler toutes les cendres des Juifs, pour retrouver les bijoux, les dents en or que les Juifs avaient sur eux et qu'ils avaient gardés. Le père des Bois a publié plusieurs ouvrages sur la Shoah par balle. Il est la figure de proue de Yahad Inounoum. Et de jeunes collaborateurs étoffent désormais l'équipe de travail. À Paris, en parallèle de l'activité de recherche, on prépare des missions vers les lieux des massacres et on coordonne le travail des équipes locales. Yahad Inounoum a élargi ses activités à l'échelle mondiale
toujours dans la recherche de fausses communes et la reconstitution de crimes oubliés. Notre association compte environ 25 personnes sur place, ici à Paris. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes de différents pays. Les Français sont même en minorité. Nous avons des collègues d'Europe de l'Est, du Guatemala, des États-Unis. C'est ce qui fait la force de l'association. Nous nous sommes vite rendus compte qu'un pays ne peut pas résoudre un problème à lui seul. Il faut toujours faire le lien avec les lieux dans lesquels on travaille. C'est la seule façon de parvenir à nos fins. Les collaborateurs du monde entier se retrouvent à Paris. Andrzej Umański fait souvent le voyage depuis Cologne où il habite. L'avocat défend les droits humains à travers le monde. Et son engagement privé recoupe sa vie professionnelle, car pour lui, l'intérêt pour le passé mène directement au présent. Le père des Bois a dit un jour que l'on ne pouvait pas construire l'Europe sur des fausses communes. Il faut se dire que dans ces pays, il reste encore des personnes qui ont été enterrées comme des bêtes, qui n'ont jamais eu de vraie sépulture. Leurs familles, leurs parents, leurs descendants ne savent même pas où ils sont. Et nombre de ces lieux ne sont pas encore signalés. À part ces témoins de l'époque, personne ne connaît plus l'emplacement de ces endroits. Ce qui est extraordinaire, c'est ce que nous disent les gens. On ne nous fait pas de commentaires du type « Que voulez-vous » ou « Pourquoi vous vous intéressez à tout ça ?» Non, on nous pose toujours une question bien plus surprenante. « Pourquoi vous ne venez que maintenant ? Ça fait si longtemps que je vous attends. Maintenant je suis vieux, j'ai oublié tant de choses. Pourquoi n'êtes-vous pas venu 10, 20, 30 ans plus tôt ?» L'occupant avait donné l'ordre de rester chez soi. Et les témoins des fusillades l'ont souvent été par hasard, parce qu'ils habitaient à proximité immédiate du lieu. Certains étaient alors enfants et sont encore vivants aujourd'hui. Les enquêteurs de Ya'adin-Unnum ont déjà identifié 2000 sites de massacres et des équipes locales se rendent 2 fois par an sur le terrain. А ні, то сільрада є, там цей, та ви нам поясніть, що до чого. А тут нема таких стареньких людей? То вже таких нема, то вже все помирало, нема нікого. L'enquête s'avère souvent difficile. Parfois, les témoins ne veulent rien dire. D'autres fois, ils sont absents. La voisine pense que le nonagénaire qui habite ici est parti ce matin. Il va régulièrement à vélo au village voisin pour acheter son lait. Et parfois, on entend parler d'un nouveau témoin potentiel. Dans le petit village de Ternopilia, à environ 40 km au sud de Lviv, une vieille femme a autrefois été déportée en Allemagne. Peut-être a-t-elle vu ou entendu quelque chose à l'époque? Vous avez été déporté en quelle année? En 41 ou 42, au début de la guerre. Ça devait être en 42, ou peut-être en 41, je ne sais plus. Racontez ce qui est arrivé. Et avant la guerre, des Allemands vivaient ici, n'est-ce pas? À Dornfeld. Oui. La vieille femme ne peut raconter que des événements dont elle a eu connaissance par le bouche à oreille. Son témoignage n'est pas exploitable. Nous sommes ici dans l'ancien royaume de Galicie, une province de l'Empire d'Autriche de l'époque. Ce lieu s'appelait autrefois Dornfeld et était peuplé de colons allemands. Après l'invasion de la Pologne par les troupes d'Hitler, les populations germanophones ont été déplacées et les nazis ont ensuite traqué les juifs de la région. Une nonagénaire a gardé le souvenir de ces événements
Quand j'étais petite, ma mère est morte et je suis allée vivre chez mes grands-parents paternels. J'avais 3 ans. Je me souviens qu'un jour, j'ai vu toute une foule traverser le village. Il y avait même des enfants. Quelques années plus tard, j'ai posé la question à ma tante. « Tata, c'était quoi ?» Elle m'a répondu « Ils chassaient les Juifs. » Plus rien ne rappelle la présence des Juifs. Mais on peut encore lire les pierres tombales du cimetière allemand abandonné à la périphérie du village. Jusqu'à la guerre, Allemands et Ukrainiens, Juifs ou non, vivaient en bonne intelligence, comme l'indique cette plaque. Leurs anciens concitoyens, voisins et amis ont été victimes de l'idéologie raciale nationale-socialiste, victimes de bourreaux comme Walter Schalock. Son petit-fils visite un lieu particulièrement terrifiant. Une modeste affiche à l'arrêt de bus rappelle le camp de Janowska à la périphérie de Lviv. À l'endroit où pousse cette épaisse forêt, des milliers de prisonniers ont été fusillés et enterrés dans les collines de sable. Plus tard, au cours de l'opération 1005, leurs dépouilles ont été exhumées et anéanties. Une simple stèle rappelle les 50 000 victimes. Selon d'autres estimations, on parle même de 200 000 morts. Hier haben sehr viele Massenexekutionen stattgefunden. Il y a eu ici beaucoup d'exécutions de masse. Là devant moi, on peut distinguer la topographie des lieux. On voit bien la dépression de ce côté. C'est ici que mon grand-père est intervenu et qu'on a exhumé les cadavres des personnes assassinées pour les incinérer. Ce voyage est extrêmement éprouvant pour moi. D'un côté, je recueille de nouvelles informations, j'ai de nouvelles données qui m'incitent à poursuivre mes recherches et à approfondir certains points. Mais par moments, l'émotion me submerge. Il m'est difficile de maîtriser tout ce que je ressens. L'existence du camp est signalée par un simple panneau. Rüdiger Schalock aurait aimé un mémorial plus digne. On vient de traverser un endroit qui fait penser à une décharge municipale. Il y a des gens qui viennent ici déposer leurs poubelles. Et au niveau de la commune ou du pays, quels que soient les responsables, rien n'est fait pour que cet endroit devienne un vrai lieu de mémoire. Mais le vœu de Rüdiger Schalock semble avoir été entendu. Ce jour-là, une délégation du ministère des Affaires étrangères américain est présente sur les lieux. We are here looking at the Jewish sites in Lviv, just to commemorate the victims and to make sure that the grounds and the holy places will be preserved. Sorry? My grandfather has been one of the perpetrators who was based here in Lemberg from the first day the Germans occupied the city. He's been involved in a lot of crimes over here. So more than 10 years ago, I started research on that. And since then, I'm coming back the second time here to continue with this work a little bit. Wow, that must be very difficult for you, but that's really admirable that you are looking into what happened. I'm still working on that, make it understandable for other people as well, and to keep it for the future, for my kids, their kids, and other ones. Right. No, that's so important.
Rüdiger Schallock reviendra en Ukraine. Il a déjà programmé son prochain voyage. En Allemagne, il a enquêté sur l'histoire de son grand-père après la guerre. Il semble qu'il n'ait pas été inquiété par le processus de dénazification du pays. Et pire encore. Dans les années 50, il a fait une demande d'indemnisation pour avoir pris part à la guerre. Il a tiré profit de certaines procédures qui lui permettaient d'être dédommagé pour ce qu'il avait enduré pendant le conflit. Alors je me dis qu'on peut être endurci et insensible au point d'effacer de sa mémoire tout ce qu'on a fait par le passé. On doit vraiment exploiter autant que l'on peut toutes les options à sa disposition. Walter Schallock sera tout de même traduit devant un tribunal en 1961. Mais prétextant une grave maladie, il parviendra à se soustraire au procès. Il ne sera plus inquiété et coulera des jours paisibles dans le Schleswig-Holstein jusqu'à sa mort en 1974. Son supérieur, Paul Blobel, a été rattrapé dès la fin de la guerre par les bûchers, les assassinats et ses tentatives pour les effacer. L'architecte de la mort sera capturé avant de pouvoir prendre la fuite et traduit devant le tribunal de Nuremberg. Il sera condamné à mort et pendu le 7 juin 1951 avec 6 autres criminels de guerre. Ce seront les dernières sentences de mort prononcées sur le sol allemand.